Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Avenir en approche, une émission qui prend le temps, dans laquelle on se pose des questions, on questionne le monde à la façon de Candide, pas pour refaire le monde, quoique, mais pour l'explorer des regards, pour explorer des points de vue, comme autant de clés de lecture pour mieux appréhender le monde et surtout mieux comprendre les futurs qui s'approchent. Notre invité aujourd'hui est climatologue, glaciologue, directeur de recherche émérite au CEA, spécialiste des paléoclimats, ancien vice-président du GIEC de 2002 à 2015. Il a contribué aux rapports qui ont valu au GIEC le prix Nobel de la paix en 2007. Bonjour Jean Jouzel. Bonjour Yael Wachopla et merci de m'avoir invité à cet échange dans le cadre d'Avenir en approche. Merci beaucoup. On est vraiment super heureux d'être avec vous aujourd'hui. Vous avez passé votre vie à lire le climat dans les glaces, dans les chiffres, dans le temps long finalement. Vous avez vu apparaître des courbes qui racontaient une histoire alors que personne à l'époque s'interrogeait vraiment. Vous avez traversé un demi-siècle de sciences climatiques, on va y revenir aussi. Vous avez contribué, je l'ai dit, à ce que le GIEC considère aujourd'hui comme incontestable. Et pourtant, malgré la clarté des données, malgré les appels, les alertes, la trajectoire reste instable pour le moins. Alors là, durant le temps qu'on va prendre, je voudrais qu'on revienne avec vous sur votre parcours, sur ce que la science c'est vraiment, sur ce qu'elle peut apporter, sur le rôle du scientifique aussi dans la société, sur ce que ça change. Et puis quand même, on va explorer, je crois, cette tension historique entre le savoir qu'on a et puis la décision qu'on prend ou pas, qu'on prend dans les engagements, les promesses ou pas. Je voudrais qu'on démarre par le démarrage. Et donc là, on va remonter un peu le temps. On va même remonter en 47. 47, en Bretagne, vous êtes né à ce moment-là. C'est quoi votre rapport à la Bretagne? J'ai grandi en Bretagne, mes parents étaient agriculteurs, donc voilà, une ferme d'une 30aine d'hectares. Donc une famille, je dirais, assez classique. Et au départ, alors quand même, c'était les années 50, j'ai vécu... je crois jusqu'à 7 ou 8 ans, sans électricité dans la ferme. Donc c'est vrai que voilà, on allait encore en charrette disons à la ville de Janzé, c'était à côté de Rennes. J'y reste très attaché à cette ville d'ailleurs. Et voilà, un parcours assez classique. J'ai l'école disons le collège dans ma ville natale Janzé, puis après le lycée à Rennes, le lycée de l'Assomption, et maths sup, maths spé. Mais juste avant, vous étiez est-ce que enfant vous observiez particulièrement la nature? Est-ce que vous étiez attentif à ça? Un de mes grands plaisirs. Le paysage a complètement changé là-bas, c'est-à-dire qu'il y a eu le remembrement dans les années 60, et dans ma jeunesse, et je m'en souviens très bien, eh bien, il y avait des chemins creux et on emmenait les vaches, voilà, il y avait des chemins creux de 500 mètres, enfin près d'1 kilomètre de long, on emmenait les vaches dans ce chemin creux, c'était un de mes plaisirs d'aller, oui, j'aimais beaucoup la campagne, elle s'est modifiée, ce qu'elle est actuellement, le remembrement était quelque chose... je crois, de nécessaire, mais peut-être on aurait pu être plus attentif à la nature, au moins dans certaines régions comme la mienne. Oui. Voilà, donc, mais voilà, j'aimais bien la nature, j'aimais bien jouer. On avait un avenir très limité. Enfin, disons, j'ai eu un vélo à 14 ans. Ouais. Donc, mes parents n'avaient pas de voiture. Donc, c'était très limité mon domaine d'exploration, disons, là où on pouvait aller à pied. Donc à Janzé, 1,5 km, à l'école j'y allais à pied, et tous mes copains c'était voilà les fermes avoisinantes, et aussi beaucoup de jeunes collègues, enfin amis de Janzé, de la ville aussi. Voilà, donc mais et une jeunesse qui me laisse beaucoup de bons souvenirs. Oui, je marchais assez bien à l'école, et bon, je pense que quand j'avais une douzaine d'années, j'ai dit que je voudrais être chercheur. Ah, vous aviez déjà cette appétence pour la science? Oui, c'est le général de Gaulle, je crois que c'est en 59 ou 58 ou 59, visite le centre nucléaire de Saclay. Ouais. Donc, il est sur le plateau de Saclay et il parle d'un grand centre de recherche. Donc, je me souviens très bien, vraiment, je vois bien où était la radio, sur un meuble dans notre cuisine, parce qu'on n'avait pas la télé à l'époque. Et donc, j'écoutais la radio et j'ai dit, c'est là où j'irai quand je serai grand.
Vraiment, je me souviens très bien d'avoir dit ça. Et en fait, je suis arrivé à Saclay en 1968 et je viens de terminer mon éméritat par rapport... Voilà, donc il y a fin 2025. Donc vous voyez, j'ai été 57 ans à Saclay et quelques mois. Oui, puis on voit donc dès l'âge de 12 ans, on voit que vous fixez un cap et puis vous bossez, quoi. Vous y allez. Oui, ça tenait du rêve peut-être. Oui, je bossais pas exagérément. Mais bon, voilà, mes vraies passions, c'était le foot. Voilà, ça m'est resté, quoi. Un de mes grands plaisirs, c'était, alors voilà, il y a 8 jours, d'aller à Rennes Paris-Saint-Germain, et cette victoire de Rennes sur le PSG, c'était quand même, ça m'a toujours habité, j'ai joué, je m'y suis toujours intéressé, et je m'y intéresse encore, et aussi le théâtre. Donc voilà, on avait une troupe de théâtre amateur, et c'était des moments très forts. Donc oui, le travail était là, mais pas vraiment. Non, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup travaillé, en tout cas pas au collège, au lycée un peu. Donc j'étais interne à Rennes. En maths sup, oui, j'ai eu un peu de mal, même parce que... Maths sup, c'est un niveau quand même... Ouais, je suis arrivé en maths sup à 16 ans, et ça, je déconseille fortement. Ouais. Donc, tout simplement parce qu'il faut être assez mûr pour arriver dans ces classes préparatoires, me semble-t-il. Et après un parcours, une école de chimie, chimie de Lyon, donc c'était loin de ma Bretagne natale. Et à la fin de chimie de Lyon, eh bien, je souhaitais faire de la recherche, j'avais toujours cette idée. J'ai refusé de rentrer dans, disons, j'avais des propositions, Procter & Gamble, je me souviens. Donc, voilà, j'ai refusé des propositions d'embauche. À l'époque, c'était relativement facile. Et je voulais faire une thèse et il fallait trouver quelqu'un on parle d'une bourse de thèse, donc qui vous propose, disons, sur lesquels un endroit on puisse aller faire une thèse, et si possible en étant effectivement rémunéré. Donc voilà, il y avait des propositions à Saclay, donc ce centre de recherche du CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. J'ai candidaté à cette bourse de thèse, donc c'était, on était là en 68, donc c'est une année un peu complexe. Alors il y a deux choses un peu, on ne peut pas être trop anecdotique, mais il y a deux choses intéressantes. C'est-à-dire que cette bourse de thèse, en fait, c'est quelqu'un qui s'appelait Étienne Roth, donc qui était au CEA, lui, depuis sa création, juste après la Seconde Guerre mondiale, et donc qui était à Polytechnique pendant la guerre, et Polytechnique se replie sur Lyon, et lui, donc, Étienne Roth est juif, et il est protégé par quelqu'un qui s'appelle le professeur Prêtre, et moi j'arrive à Lyon en 68, le professeur Prêtre était directeur de chimie de Lyon, l'école où je vais, et un peu en signe de reconnaissance, chaque année, Étienne Roth proposait une bourse de thèse aux jeunes qui sortaient de chimie de Lyon, j'en ai bénéficié. Et c'était quelqu'un d'extraordinaire. J'arrive à Saclay, et voilà. Là, dans un premier entretien, il m'avait parlé d'avoir une thèse sur les isotopes du soufre. Donc on parlera d'isotopes peut-être, mais pas trop. Et là, il me dit, je vous propose de travailler sur la formation de la grêle. Donc évidemment, moi je dis oui. Maintenant, les jeunes choisissent leur sujet de thèse, mais bon, moi je ne pourrais pas dire ça. Je suis arrivé, je voulais faire de la recherche. Vous vouliez faire de la recherche, vous saviez vaguement dans quoi quand même ? Non, je le redis franchement, ma première motivation, une de mes motivations était purement géographique, c'est-à-dire que je faisais du théâtre, du foot en Bretagne, je voulais me rapprocher de la Bretagne, je voulais effectivement faire de la recherche, faire une thèse, et je regardais vers Paris, Paris me rapprochait de la Bretagne, c'était assez clair, et c'était peut-être le premier critère de choix. Il y avait d'autres, mes collègues candidataient à Lyon, je n'ai pas candidaté à une bourse de thèse à Lyon, j'aurais pu aussi le faire, mais ça n'a pas été le cas. Donc voilà, donc j'arrive et il me parle de travailler sur la formation de la grêle. Bon, moi j'accepte. Je le redis maintenant, j'ai eu beaucoup de jeunes thésards, plus de 21 ou 25 dans ma carrière, et à peu près tous sont venus chez nous avec, parce qu'ils s'intéressaient à l'environnement. Moi, c'était pas vraiment le cas. Dans le même...
disons le sujet de thèse de l'année précédente, c'était sur les lasers. C'était le début des lasers. Hein, donc on est dans les années 60. Hein. Le début des lasers. Et je pense si Étienne Roth m'avait proposé cette thèse sur les lasers, j'aurais accepté. Voilà, je serais physicien. Bon, je sais pas si. Mais voilà, la vie se joue sur des choses. Mais il faut. Bon, en fait, c'était une chance. J'ai accepté parce que je sais pas, ça me plaisait bien. Puis la grève, c'était quelque chose. Bon, il y avait un tel enthousiasme de la part d'Étienne Roth qui avait déjà regardé qui avait déjà travaillé sur la formation de la grêle. Parce qu'Étienne Roth, sa mission à Saclay, c'était de... Voilà, donc, je ne vais pas être trop scientifique, mais il faut savoir que j'ai toujours travaillé sur l'eau. Donc, H2O. Ouais. Donc, l'hydrogène et de l'oxygène. Il y a de l'hydrogène normal, de l'oxygène normal. Mais il y a aussi de l'hydrogène lourd et de l'oxygène lourd. On va parler d'isotopes, simplement. Ouais. Et la proportion d'isotopes lourds dans une molécule d'eau, ici, eh bien, elle varie suivant son origine. Et ce qu'on peut retenir, simplement, c'est que plus il fait froid, moins il y a d'isotopes lourds. Je ne donnerai que ça. Donc, voilà. Donc l'analyse isotopique d'une molécule d'eau permet, quand c'est en cas de la glace ou même de la vapeur d'eau, même de la pluie évidemment ou de la neige, j'y reviendrai, permet d'avoir information sur sur la température de formation de ces précipitations ou sur l'origine de la vapeur d'eau. Donc, et c'est cela. Donc on confie des gros grêlons de 6 à 8 cm de diamètre et je fais une cartographie des isotopes, des teneurs isotopiques dans ces couches de grêlons successives. C'est un travail plutôt manuel, pas mal, avec pas mal d'analyses et en fait ça nous permet de reconstituer la température de formation des couches successives, donc leur altitude de formation. Et on voit par exemple que ces gros grêlons, eh bien, pour se former, il faut qu'ils restent plus d'une vingtaine de minutes dans l'atmosphère, donc avec des vents ascendants qui permettent de les soutenir, et avec des vents qui sont supérieurs à 150 km/h. Et ces gros grêlons, c'est plus d'une vingtaine de minutes, voire une demi-heure, qui doivent rester dans l'atmosphère. Donc ça, c'est l'histoire de la grêle. Et en fait, je m'en éloigne assez rapidement. Enfin, j'ai continué à travailler sur la grêle jusqu'à début des années 80, mais la rencontre que je fais, c'est celle de Claude Lorius, glaciologue. Donc Claude Lorius... Première énorme rencontre, Étienne Roth. Oui, voilà. Et deuxième rencontre énorme pour vous, donc énorme, ça veut dire moment de bascule. Voilà. Claude Lorius, Donc Claude Lorius, Claude Lorius, donc il a fait sa thèse aussi sur les isotopes, mais cette fois dans la neige. Donc il a regardé en Antarctique, donc la répartition des isotopes de l'eau, hydrogène, oxygène, dans la neige, en partant des régions côtières, qui sont relativement clémentes, enfin c'est quand même moins 20 degrés en température moyenne annuelle vers Dumont-d'Urville, jusqu'au centre de l'Antarctique, où c'est plutôt moins 50 degrés en température annuelle, et on voit cette relation vraiment linéaire, hein. Plus il fait froid, moins il y a d'isotopes lourds, plus il fait froid, moins d'isotopes lourds, et disons, à cette période-là, il cherche à documenter cette relation sur surtout en prélevant donc on prélève des échantillons à la surface, donc c'est plus on appelle des raids, donc à chaque endroit on s'arrête et on prélève de la neige et on regarde. Donc c'est des carottes de glace, c'est ça qu'on appelle au départ c'est plutôt simplement des prélèvements sur 1 ou 2 mètres qui représentent quelques années de neige récente. Donc la première étape, c'est pour lui de faire la cartographie en surface de la teneur, enfin de la teneur isotopique de cette neige en fonction de la température du lieu et montrer effectivement ce lien très fort. Mais il n'a pas de laboratoire, Claude Lorius, donc moi je me souviens très bien, début 69, il arrive avec ses échantillons de l'Antarctique, et voilà, donc c'est le même... Donc pour faire ces analyses, à l'époque, on utilise des spectromètres de masse, hein, ça permet simplement, ce qui différencie un isotope lourd d'un isotope léger, enfin de l'isotope normal, de l'eau normale, c'est son poids, hein, donc c'est plus lourd, et ça permet, le spectromètre de masse permet de différencier les atomes en fonction de leur masse, effectivement, et il n'a pas ces spectromètres de masse il travaille sur une péniche et il vient avec ses échantillons et bien sûr on commence
à discuter, parce que c'est quand même la même physique derrière. C'est aussi, je dois le dire, on devient très rapidement ami, parce que Claude Lorius est aussi footballeur. En fait, il a eu à faire un choix. Il a même été membre, membre de l'équipe universitaire, de l'équipe de France universitaire. C'est quand même, donc c'était un très bon footballeur, ouais. Mais il a fait le choix de faire de la recherche. Il aurait peut-être pu faire une belle carrière en foot. Voilà, et son frère a d'ailleurs été gardien du FC Sochaux à l'époque, pour ceux qui... Voilà, donc voilà, on discute, on travaille ensemble. Je commence à travailler aussi sur l'interprétation des résultats qu'il obtient. Et à la fin de ma thèse, il me propose de rentrer au CNRS et d'aller à Grenoble avec lui, parce que lui, il vient justement de mettre en place il y a un laboratoire de glaciologie à Grenoble, mais il n'y a pas de glaciologie polaire, et c'est vraiment... Il crée vraiment la glaciologie polaire dans ce laboratoire de glaciologie de Grenoble. Et il me propose d'y aller et d'y rentrer, mais en fait, je préfère candidater au CEA et rester sur Paris. Et effectivement, j'intègre le CEA, parce que nous avions ces instruments à Saclay, et j'ai continué toute notre carrière. On a travaillé ensemble entre les équipes de Grenoble et de Saclay. Ça continue avec les jeunes d'aujourd'hui. Et les équipes à l'époque étaient déjà habituées à collaborer, à coopérer ensemble, où il y avait des esprits de chapelle un peu forts? Disons, sur ces sujets, il n'y avait pas de concurrence au niveau français. Ouais. Il n'y avait vraiment pas de glaciologie polaire au niveau français. C'est vraiment Claude Lorius qui crée ce laboratoire. Pour moi, la collaboration va de soi. On ne peut pas travailler tout seul. Et d'ailleurs, on a rédigé des textes en disant on collabora toute notre carrière, et ça a été le cas. Et voilà, pourquoi ? Parce que quel est l'objectif de Claude Lorius ? Donc, une fois qu'on a documenté effectivement ce lien entre isotope et température en surface, bien, l'objectif, c'est d'aller dans un endroit donné de la calotte glaciaire, de creuser, de récupérer ces carottes de glace. Alors, on comprend bien que la neige s'accumule année après année, et plus vous creusez, plus vous avez des glaces. Alors, au bout d'une centaine de mètres, même moins dans certains cas, cette neige sous son propre poids se transforme en glace. Donc, on récupère de la glace. Il y a 3 km d'épaisseur en Antarctique, quelquefois plus. Et donc, à mesure que l'on s'enfonce, on parle de forage, eh bien, on a de la glace de plus en plus vieille. Donc, ça permet de remonter dans le temps. Donc, l'objectif de Claude Lorius n'est pas de documenter ce qui se passe en surface, c'est nécessaire pour interpréter ce que l'on va reconstituer en profondeur dans un endroit donné, donc en fonction du temps. Mais il y avait une intuition avant, j'imagine, il voulait montrer quelque chose. Oui, mais c'était son objectif. Les premiers forages avec cette idée de reconstituer les climats du passé sont réalisés dans les années 60 par un Danois, Willy Dansgaard, au Groenland, avec l'aide des Américains. On revient d'ailleurs au Groenland, on pourra peut-être en parler, mais c'est vrai que l'aide des Américains était indispensable à l'époque. Elle est toujours, du point de vue logistique, au Groenland, et on y viendra, elle a été aussi indispensable à Claude Lorius en Antarctique. Donc effectivement, Claude Lorius fait sa thèse, il commence sa thèse à la fin des années 50 sur les isotopes en Antarctique, et son idée, c'est bien et il a déjà compris que, on pouvait reconstituer les climats du passé, c'est son objectif, mais ça prend du temps. Il faut effectivement établir les bases scientifiques, parce que voilà. Donc, et là, dans une première étape, c'est plus facile d'aller recueillir, d'aller échantillonner en surface qu'en profondeur, parce que c'est quand même assez compliqué. Et donc, d'ailleurs, dès dans les années 60, il y a des carottages qui sont faits dans les régions côtières de l'Antarctique par Claude Lorius et ses équipes. Et donc ça, c'est la belle histoire qu'on raconte, mais qui est vraie. C'est-à-dire, je crois qu'on est en 65, donc avant que je ne commence, Claude Lorius, un premier carottage, disons, de quelques centaines de mètres, ou peut-être moins, dans la région du Mont d'Urville. Et on a quand même, disons, comme les glaces qui viennent de l'intérieur de l'Antarctique, les glaces très vieilles, s'écoulent tranquillement, s'écoulent vers la région côtière. On a quand même dans ces régions, on peut avoir des glaces anciennes, et
Voilà, donc il est avec un collègue Bill Budd et il boit le whisky à la fin de la journée et c'est une belle histoire. Donc c'est en mettant une glace ces échantillons de glace très vieille. Ouais. Effectivement, les petites bulles d'air ont été enfermées sont sous une pression énorme et ça ne se comporte pas du tout si vous mettez ces glaçons dans un verre de whisky, ça éclate vraiment par rapport à un glaçon que vous avez fait dans votre congélateur. Et donc, c'est vrai, c'est la belle histoire, mais il y a vraiment une part de vérité. Cette idée a donné à Claude Lorius, disons, cette expérience. Voilà, ce verre de whisky et ce glaçon dans le verre de whisky voilà, Eureka, et donc on a de l'air emprisonné dans la glace, et ça a été la grande histoire. Et donc la collaboration commence bien, parce que Claude Lorius n'a pas de laboratoire, mais donc, il travaille sur la neige et sur la glace, sur l'analyse isotopique avec notre équipe, mais il a aussi 2 autres jeunes, alors un peu plus âgés que moi, Dominique Reynaud qui vit toujours et Robert Delmas, qui eux vont s'intéresser à l'extraction de l'air de la glace. Et c'est pas si simple d'extraire l'air de la glace et de l'analyser de façon... Ils sont très propres, il y a des risques de contamination, mais ils y parviennent, et à la fin des années 70, donc tout ça, ça se passe, bon, on se connaît très bien à l'époque, tout ça, ça se passe au CEA Saclay, hein, donc et c'est sur une bonne dizaine d'années. Oui, et on arrive à la fin des années 70, et c'est le premier cas, donc l'équipe de Claude Lorius, il a monté une équipe de forage et c'est son premier carottage, c'est un carottage dans un site qui s'appelle le Dôme Concordia. Donc c'est un carottage de 900 mètres de profondeur, il y a 3 km de glace, qui nous permet de remonter en fait à 40 000 ans ou même un peu plus. Il faut quand même dire quelques chiffres. Voilà, oui. on est dans la période actuelle depuis 10 000 ans à peu près. Voilà, il y a 20 000 ans, c'était le dernier maximum glaciaire. La mer qui était 120 mètres en dessous du niveau actuel, d'énormes calottes de glace sur l'Amérique du Nord, le Canada. Donc ça, c'était il y a 20 000 ans, et cette période glaciaire avait commencé il y a 110 000 ans. Et de façon tout à fait naturelle, il y a 125 000 ans, il y avait une période chaude, donc on parle d'interglaciaires qui sont relativement courts. Et la précédente période glaciaire, la précédente maximum glaciaire, je dirais, c'était il y a 150, 160 000 ans. Donc voilà, après ça se poursuit, j'y reviendrai. Mais là, donc, 40 000 ans, c'est la dernière période glaciaire. C'est ce qu'avait aussi atteint au Groenland nos collègues américains et danois. Et donc on analyse, il y a des premières analyses aussi de contenu en gaz carbonique, mais la grande affaire, c'est au début des années 80, donc Claude Lorius est ami de Vladimir Kotlyakov, disons le responsable de tout ce qui se passe en Antarctique du côté de l'Union soviétique, parce que c'était bien l'Union soviétique à l'époque. Disons, cette amitié vient de l'année géophysique internationale. Ils se sont connus en 58, jeunes chercheurs. Donc Claude Lorius a commencé à cette époque-là, 57-58. Et en fait, les soviétiques sont les seuls, sont les premiers en Antarctique à avoir un forage qui va au-delà de 2 km et dont on sait qu'il va au-delà qu'il atteint, on peut calculer déjà donc il couvre un cycle climatique complet et qu'il va au moins jusqu'à 150, 160 000 ans, on ne sait pas exactement à l'époque, mais donc ce sont des échantillons exceptionnels et on sait que ça sera la première fois qu'on aura un cycle climatique complet. Mais les soviétiques, en fait, ce sont de remarquables foreurs, mais ils ne sont pas tellement intéressés par l'analyse de la glace. Ce qu'ils veulent montrer, bon, il y a l'aspect géopolitique aussi, on le sait bien, la présence, mais ce qu'ils veulent montrer, c'est que... Ils forent pourquoi, du coup, oui? Oui, ils forent pour montrer qu'ils savent forer. Oui, non, mais peut-être avant tout. Donc, c'est une équipe on a toujours des contacts avec eux, c'est une équipe... de Leningrad, peut-être, les jeunes ne savent pas que Saint-Pétersbourg, peut-être c'était Leningrad à l'époque, nous allions à Leningrad, et c'était l'Institut des mines, et vraiment, leur objectif premier, c'était de montrer qu'ils savaient forer, et qu'ils étaient les meilleurs en forage. La technique, c'était ça. Voilà, donc c'était l'Institut des mines, et voilà, c'était des techniques pas du tout faciles, hein, donc en fait, des carottiers ont été perdus, il y a eu le feu, voilà, mais au début des années 80, ils réussissent à dépasser 2 km, et le génie de Claude Lorius, grâce à l'amitié qu'il avait avec Kotlyakov, c'est qu'il propose que nous analysions ces échantillons de glace et effectivement,
disons que Klyakov dit ok, vous pouvez venir chercher, ou tu peux venir chercher les échantillons, mais c'était pas si simple. La seule façon d'aller à Vostok, c'était d'avoir l'aide des Américains, c'est-à-dire d'aller en avion depuis le pôle sud jusqu'à cette station de Vostok, qui est vraiment au cœur de l'Antarctique. C'est un des points les plus froids de la planète, près de moins 90 degrés l'hiver, le record. On voit bien, donc, et les Soviétiques hivernaient, hein, donc il faut bien se rendre compte. Donc, ça marche, donc il obtient l'aide des Américains, ils vont à pôle Sud avec mon collègue, je crois qu'il y avait Jean-Robert Petit, puis un autre collègue, et tous les trois, eh bien, ils ramènent des échantillons, et c'est le début d'une collaboration qui a duré jusqu'à la fin des années 90, et qui d'ailleurs continue. Nous avons toujours des collaborations avec, cette fois, nos collègues russes de Leningrad. Et est-ce que vous vous souvenez, vous, de votre émotion, de votre sentiment que vous aviez quand vous avez vu ces premières... Bien sûr, alors... Oui, je m'en souviens très bien. C'est les premiers âges, là, quand même. Ils y vont en 82, je pense, ou 83, et il y a une première série d'échantillons qu'ils ramènent, et donc, moi, je vais accueillir Claude Lorius. Enfin, il y avait déjà des échantillons qui avaient été préparés par les soviétiques. Et Claude Lorius les ramène. Et je me souviens être allé l'accueillir, Claude Lorius, à Roissy, à Charles de Gaulle à l'époque. J'étais vraiment... Alors, c'était des échantillons tous les 25 mètres, pas en continu. Et et on commence à analyser ces échantillons. Malheureusement, on s'est rendu compte après que ces échantillons, ils ont été conserver une partie du temps sous forme liquide, et donc si ça s'évapore, ça modifie le contenu isotopique de ces échantillons, et en fait on n'a pas pu en faire grand-chose. Mais juste après, un an après, eh bien, ce sont des échantillons qui cette fois avaient été préparés sur le terrain et gardés sous forme de glace, qui nous parviennent et qui nous permettent effectivement, pour la première fois, de notre côté, ils ont à Saclay de reconstituer le climat à partir des glaces sur un cycle climatique complet. C'est un premier article en 1985 dans Nature, donc sur les variations de la température sur les 150 000 dernières années. Et puis, ce qui est intéressant, donc ça c'est déjà vraiment quelque chose d'important parce que c'était la première fois et cette courbe est vraiment magnifique. Et mes collègues grenoblois, en fait Jean-Marc Barnola, donc un jeune thésard décédé depuis d'ailleurs, Dominique Reynaud, eh bien eux sont extraient les petites bulles d'air, les analysent en gaz carbonique, et effectivement nous avions par rapport à notre... Oui, c'est vraiment émouvant, c'est-à-dire que nous avions, c'est plus rapide d'analyser le contenu en isotope, c'est-à-dire de reconstituer la courbe de température, que d'extraire les petites bulles d'air, et à chaque fois nous avions déjà la courbe de température, et nous voyons en fait cette correspondance entre la quantité de gaz carbonique dans ces petites bulles de glace et puis la température. En fait, en période glaciaire, eh bien, il y a alors un peu moins de 200 parties par million de gaz carbonique. On est à 280 en période chaude, on est actuellement à 450. Hein, c'est les chiffres qu'on peut retenir. On a plus que doublé par rapport à la dernière période glaciaire. On a augmenté de plus de 50% par rapport, ou de près de 50%, de plus de 50% par rapport à, disons, il y a 200 ans. Et c'est clairement... Alors, je pense que pour comprendre l'intérêt, donc là, pourquoi c'est intéressant ? Parce que c'est la première fois que l'on montre de façon très claire qu'il y a sur notre planète un lien entre la composition de l'atmosphère et le climat. C'est vraiment la première fois. Mais ce lien, on en connaissait l'existence de façon théorique, puisque l'effet de serre, c'est quelque chose qui est connu depuis Fourier, dans la première moitié du 19e siècle, et après, disons, Arrhenius, au début du 20e siècle, fin 19e, 20e, dit... alors, le premier gaz à effet de serre, c'est le gaz carbonique. On commence à exploiter il y a l'exploitation du charbon, puis du pétrole, et bien, Arrhenius dit, avec cette augmentation de l'effet de serre, alors l'effet de serre, c'est cette propriété, disons, qu'ont certains composés, en fait, de capter une partie du rayonnement solaire sur le chemin du retour. Donc voilà, le premier gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau,
mais nous n'en changeons pas directement les quantités dans l'atmosphère par nos activités. Et ensuite, le gaz carbonique, il y a d'autres gaz à effet de serre, le méthane, le protoxyde d'azote. Mais le premier contributeur, et c'est au premier auquel on s'intéresse dans nos travaux sur Vostok, c'est le gaz carbonique produit en premier lieu par l'utilisation des combustibles fossiles. Et à l'époque, il n'y avait que des intuitions successives. Des intuitions, des hypothèses. Voilà, pas que des intuitions quand même. Donc, Arrhenius dit clairement que nous allons vers des réchauffements de quelques degrés à la fin du XXe siècle. Il s'est un peu trompé, mais pas exagérément. Et il dit surtout ce qui a été oublié, que, eh bien, ça pouvait être il pourrait y avoir des changements de la composition de l'atmosphère entre moins de gaz à effet de serre en période glaciaire qu'en période chaude. Et il avait raison, en fait, parce que il y avait un débat à l'époque sur l'origine des périodes glaciaires. Ceux qui pensaient que, à juste titre, c'est lié à la position de la Terre sur son orbite. Donc ces cycles, il y a des cycles de 20, 40 et 100 000 ans qui sont clairement imprimés dans les enregistrements des variations climatiques du passé, dans la succession des périodes glaciaires et interglaciaires. Et puis il y a ceux d'un autre côté qui pensaient que la composition de l'atmosphère pouvait avoir un rôle très important. En fait, les deux ont un rôle important. C'est ce qu'on montre par ce forage de Vostok, c'est-à-dire qu'on y retrouve bien sur 150 000 ans, disons le témoignage de l'astronomie, voilà, mais on voit aussi que la composition de l'atmosphère a joué un rôle, donc d'amplificateur de ces modifications liées au forçage astronomique. Donc c'est ce qu'on montre, mais en fait, ça a beaucoup progressé après la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est les premières mesures de gaz carbonique dans l'atmosphère. Cela, c'est Keeling, on est à Mauna Loa, ça commence dans les années 58. Et puis, les premières modélisations, on a des modèles climatiques juste après la guerre, ça utilise les premiers ordinateurs. Et les premières modélisations regardent, les premiers modélisateurs du climat se posent une question simple. Que deviendrait notre climat si nous doublions les quantités de gaz carbonique dans l'atmosphère? Et la réponse, eh bien, c'est que le réchauffement serait important, de l'ordre de 3 degrés. Donc, on a vraiment un pionnier qui est Suki Manabe, donc il y a eu le prix Nobel de physique en 2021 pour ses travaux par rapport à l'augmentation de l'effet de serre. Et tout cela se concrétise en 1979, donc avant Vostok, par le rapport Charney qui nous dit que, et on en est toujours là, que le réchauffement, un doublement de gaz carbonique qui était envisageable à l'époque dans les années 2050, voilà, et ça reste toujours possible, nous entraînerait vers des réchauffements climatiques de 3 degrés avec des conséquences importantes au niveau régional. Alors, il ne les précise pas, parce qu'il y a, voilà, donc l'alerte n'est pas donnée par les résultats de Vostok, mais l'alerte est vraiment donnée, je dirais, par le rapport Charney, par des modélisateurs du climat. Elle est prise au sérieux puisque les années 80 sont extrêmement riches. Il y a toute une série de conférences, en fait, en Autriche, à Villars, 3 conférences. Et notre communauté scientifique essaye d'alerter les décideurs politiques, et finalement il partit. Claude Lorius a participé dès en 85, il va effectivement à une de ces conférences, et je crois qu'il montre ses premiers résultats de Vostok, enfin il parle de la variation, il montre les premiers résultats qui ont été obtenus, et ça attire l'attention effectivement. Disons ça renforce clairement la prise de conscience qui est entre gaz à effet de serre et climat. Mais l'alerte a vraiment été donnée par les modélisateurs du climat. Et tout cela conduit à la création du GIEC en 88. Oui, c'est ça, c'est que c'est venu après, c'est ça qui a conduit à la création du GIEC. Il y avait le rapport Meadows en 72. Voilà. Mais alors, c'est important de remettre un peu de contexte, effectivement. Ce rapport, est-ce qu'il a eu un retentissement? Est-ce que vos recherches à l'époque ont eu un retentissement ou un bruit médiatique un peu sympathique et puis... Oui, alors d'abord le rapport Meadows, c'est les années 70. Le premier rapport Meadows ne parle pas tellement du climat quand on le regarde. Il parle de
l'espace limité dans lequel nous vivons. Mais il n'y a pas tellement sur le climat. J'ai eu le plaisir de rencontrer Denis Milosz il y a 2 ou 3 ans maintenant, lors de la remise de Dr honoris causa à l'École normale supérieure de Lyon. C'était vraiment des moments très, très forts. Mais quand on regarde, alors après, ça n'a pas été le cas, mais voilà, il y a eu une première conférence climat quand même à Stockholm en 72. Ça a commencé la première conférence mondiale sur le climat. Donc j'ai parlé du rapport Charnay, mais la première conférence mondiale, c'est 79 également. Donc, mais il faut reconnaître que dans les années 70 ou même 60-70, certains évoquaient un retour à la période glaciaire parce que les périodes chaudes, toutes les périodes chaudes n'avaient duré qu'une dizaine de milliers d'années et donc on savait qu'on était dans notre période interglaciaire depuis au moins 10 000 ans ou à peu près 10 000 ans. Eh bien, certains pensaient au moindre signe de refroidissement, et c'était le cas de la décennie 60, c'était un peu plus froide à cause probablement de l'augmentation de la pollution en fait, eh bien certains avaient, disons, attiré l'attention sur la possibilité d'un passage à la prochaine période glaciaire. En fait, de façon naturelle, nous savons désormais que la période glaciaire dans laquelle nous sommes durerait non pas 10 000 ans, mais 25 000 ans, parce que nous sommes dans une configuration où disons, l'orbite de la Terre est très circulaire et dans ce cas-là, ça met du temps à passer vers la prochaine période glaciaire. Donc c'était une erreur. Donc on ne peut pas dire que au début des années 70, disons, il y avait le réchauffement climatique, enfin il y avait les travaux déjà de Manabé et quelques autres, mais moi j'ai tout de suite été convaincu. Et par exemple, eh bien, dès en 1975, il y a quand même un article qui a marqué, qui est de Wally Broker, avec lequel j'ai travaillé par la suite, et qui était « Are we on the brink of the glacial » sommes-nous sommes-nous à l'origine sommes-nous au début d'un réchauffement climatique lié à nos activités. C'est le premier à parler de global warming. Donc Wally Broker, on est en 75 et moi j'ai tout de suite, disons, été convaincu de la réalité à travers les premières modélisations dans les années 60. Bien sûr, je lisais tout cela et j'ai toujours été convaincu de la réalité du risque posé par nos activités par rapport à notre climat. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément de retentissement. On parlait, je crois, du trou de la couche d'ozone, voilà, des bébés phoques sur la banquise. Donc, quand on parlait des régions polaires, oui, notre premier carottage en 78, enfin en plus de 78 au Dôme C n'a pas eu ça a eu un certain écho, ça a quand même été publié également dans Nature, mais par contre, les premiers résultats du forage de Vostok, donc là on publie 3 articles dans Nature, et là il y a vraiment un écho, et en fait j'ai un appel d'un journaliste scientifique, alors pour certains est célèbre, puisqu'il est qualifié, Walter Sullivan, donc il est qualifié du dean des science writers. Donc voilà, je ne sais pas si c'est vraiment votre dieu, Éloi, mais quand vous regardez, disons, Walter Sullivan m'appelle, donc il est au New York Times, et il me dit « Je veux vous rencontrer ». Moi, j'étais encore relativement jeune chercheur, et bien sûr, voilà, je l'ai rencontré, il est venu à Saclay, et il y a eu un très bel article dans le New York Times, et c'est pas très courant d'avoir un article dans le New York Times sur des découvertes, je dirais, auxquelles les Américains n'ont pas participé, même s'ils ont participé, parce que sans eux, nous n'aurions pas eu accès aux échantillons. D'ailleurs, ils ont contribué. Ils ont contribué, mais il n'y a pas d'auteur. Et d'ailleurs, ils ont compris très vite que c'était une erreur, puisque dans les papiers qui ont suivi, eh bien, nous avons aussi des collaborateurs, et ça s'est très bien passé, américains. Mais alors, d'accord. Donc là, on est arrivé à la création du GIEC. Autour de vous, comment ça se passait? Est-ce que les gens vous entendaient? Ou est-ce que déjà vous disiez ça va être long? Moi, je trouve que ça a été assez rapide. Donc, je défends cela. Ouais. Mais vous êtes toujours très positif. Oui, enfin, prenons les dates. Premier rapport du GIEC en 88. La mise sur pied du GIEC est une initiative largement politique. Ce sont bien les scientifiques qui alertent, Bert Bolin en particulier, un Suédois qui est vraiment la figure de proue à l'époque et assez extraordinaire, qui devient d'ailleurs le premier président du GIEC. Voilà, il alerte, premier rapport du GIEC, donc création du GIEC en 88, premier rapport en 90, je n'y ai pas participé, mais Claude Lorius y a participé à l'époque, disons en tout cas comme relecteur, et
dès en 92, donc c'est quand même la Convention climat. Sommet de Rio. Voilà, ouais. sommet de Rio. Donc, et le sommet de Rio, c'est quoi? Eh bien, il y a 3 conventions, mais celle sur le climat, la biodiversité et la désertification, celle sur le climat dit quelque chose de très simple et, disons, auquel on peut adhérer, c'est qu'il faut prendre des mesures pour que le réchauffement climatique n'ait pas de conséquences dangereuses. Mais donc, il faut stabiliser le climat, stabiliser l'effet de serre. On sait que pour stabiliser l'effet de serre, qu'il arrête d'augmenter, eh bien, il faut déjà diminuer les émissions de gaz carbonique. Alors, il y a d'autres gaz à effet de serre, on peut en parler, le méthane, le protoxyde d'azote, mais la première contribution, c'est le gaz carbonique lié à aux combustibles fossiles, mais également donc si vous avez la déforestation ou bien la fabrication du ciment, il contribue également. Mais, bon, l'an dernier, on a produit 45 milliards de tonnes de gaz carbonique. Il y a à peu près 25 qui sont allés dans la végétation, dans l'océan. Il en reste un peu moins de 50% dans l'atmosphère. Mais chaque année, ça s'accumule et les concentrations augmentent. Et ça, dès en 92, on le savait. Et donc, la Convention climat se met en place relativement rapidement. Donc, évidemment, elle est discutée à Rio. Elle se réunit chaque année par la suite. La première réunion, c'est à Berlin en 95. Donc, il faut bien mettre en place les structures. Voilà, donc ça s'est bien passé. Et dès en 97, il y a un premier accord qui est le protocole de Kyoto. Donc, tout cela, c'est en moins de 10 ans. Entre 88, la mise sur pied du GIEC et le protocole de Kyoto. Et le protocole de Kyoto a d'une certaine façon, pris compte de l'alerte des scientifiques, puisqu'il est dans le protocole de Kyoto demandé aux pays développés de limiter leurs émissions, de les diminuer de l'ordre de 6% sur la période 2008 par rapport à 90. Alors on ne demande rien aux pays en voie de développement, voilà, mais par rapport à votre question, Éloi, je pense que là, disons, ça s'est bien passé. D'ailleurs, dans les textes, ça s'est toujours bien passé. La construction est assez remarquable. C'est-à-dire, d'un côté, il y a le GIEC, donc ce groupement intergouvernemental sur l'évaluation du climat, dont le rôle est de faire un diagnostic sur tout ce qui touche au réchauffement climatique, à ses causes, à ses conséquences, aux solutions qui pourraient être mises en œuvre, faire un diagnostic critique, et ce diagnostic avec l'espoir que les décideurs politiques s'appuient sur ce diagnostic pour prendre des décisions. Et c'est ce qui se passe. Disons, la Convention climat, il y a cette dualité entre d'un côté la communauté scientifique et de l'autre les décideurs politiques, donc à la Convention climat, dont on espère qu'ils s'appuieront sur les rapports du GIEC pour prendre leurs décisions. Et dans les textes, ça marche bien. Et jusqu'à l'accord de Paris, au moins, en tout cas, ça marche bien. Et parce que, alors c'est une vue de l'esprit de ma part, où j'ai l'impression qu'il y a quand même eu... donc là, c'est allé très très vite, effectivement, ouais. De 88, 97, ouais, là on voit 10 ans, ouais. Super. On est à Kyoto. Et après, j'ai l'impression qu'il y a une période oui. De retour un petit peu... bien sûr, parce que on sait qu'il faut diminuer les émissions, en premier lieu. C'est qu'on commence à savoir ce qu'on doit faire et on ne veut pas le faire. Oui, mais les émissions n'ont jamais augmenté plus vite que dans les années 2000. Ouais. Donc alors pourquoi ? Ouais. Moi je donne 2 raisons, enfin il y en a d'autres probablement, c'est la mondialisation, c'est très clair. La Chine, la mondialisation c'est le début des années 2000, donc la libéralisation de l'économie je dirais presque sans frein. La Chine, effectivement, émerge. Le pays émergent devient, disons, très actif. Les émissions de la Chine ont triplé entre 2000 et 2012. Elles ont plus que doublé dans les années 2000. Et ça, c'est pas vraiment envisagé. Ouais. Donc, il n'y avait pas de contrainte d'objectifs pour les pays émergents et en voie de développement. Et puis ensuite, c'est géopolitique. On est dans le même schéma, mais Al Gore signe le protocole de Kyoto. D'ailleurs, il était un fan des données Vostok, il les montre régulièrement. Voilà, donc, mais il n'est pas élu en 2000. Et c'est donc George Bush Jr. qui devient président des États-Unis pour 8 ans et qui s'exonère du protocole de Kyoto. Et évidemment, en bon texan qu'il est. Voilà, c'est une des raisons de l'échec, clairement, du protocole de Kyoto. Il y a ces 2 raisons. Le résultat, c'est que les émissions n'arrêtent pas d'augmenter. Et donc, il y a 3 grandes conférences. On va pas être
Bon, Ouais. voilà, la deuxième, Kyoto, donc c'est l'échec. Ensuite, Copenhague, on est en 2009. 2009, ouais. C'est après, alors, Copenhague, c'est en 2009, c'est après le 4e rapport du GIEC. Donc moi, j'ai participé au rapport du GIEC au 2e, 3e, donc 4e et 5e, donc d'abord comme auteur principal et ensuite comme membre du bureau. Alors vice-président du groupe scientifique, pas vice-président du GIEC, hein, je précise, mais donc c'était passionnant. Bon, je me suis impliqué dans le GIEC une vingtaine d'années et le 4e rapport du GIEC est quelque chose, en tout cas donc sur les aspects scientifiques extrêmement clair. On affirme de façon quasi certaine que le réchauffement climatique est déjà lié, donc à plus de 90% sur 100 qu'il est déjà lié aux activités humaines. D'ailleurs, ça, disons, le 4e rapport du GIEC nous vaut collectivement au GIEC le prix Nobel de la paix, donc partagé avec Al Gore, donc et avec l'organisation du GIEC. Tout semble bien aller, mais 2009, Copenhague, donc Kyoto, c'était la période 2008-2012. En 2009, on sait que l'objectif de la réunion est de préparer ce que nous devrions faire collectivement sur la période suivante, 2013-2020. C'est l'objectif de Copenhague. On aurait aimé quelque chose d'ambitieux sur cette période 2013-2020. En fait, il n'en est rien. Donc, c'est la crise économique, c'est vrai. Même si Obama est élu, il n'a pas encore vraiment... C'était les subprimes en 2008. Voilà, donc c'est les subprimes. Donc, c'est très difficile. Et en fait, il ne se passe rien. En termes d'ambition sur la période 2013-2020, il n'y a que l'Europe qui s'engage avec des objectifs chiffrés de diminution de 20% de ses émissions de gaz à effet de serre. Disons, objectif qui sera respecté par l'Europe, tenu par l'Europe et quelques autres pays. Le résultat, c'est que les émissions continuent à augmenter dans les années 2010, ça ralentit légèrement, donc de façon moins rapide que dans les années 2000, mais les émissions, elles vont pratiquement continuer à augmenter jusqu'en 2025. Alors, on commence à parler d'un pic d'émissions, mais les chiffres sont là. En 70, quand j'ai commencé, on était à 27 milliards de tonnes d'équivalent CO2, parce qu'il faut tenir compte aussi du méthane, du protoxyde d'azote. Et en 2025, on est à plus de 55 milliards de tonnes. Alors que nous savions de façon très claire qu'il fallait diminuer les émissions, et nous le savions au départ, elles ont doublé en 50 ans, c'est très clair. Et j'ai le souvenir que la COP de Copenhague, ça a montré quand même aussi que la société civile était là, qu'il y a eu une émergence de mouvements. Il y a eu une émergence, il y a eu Copenhague, moi j'ai participé au GIEC pendant une vingtaine d'années et aussi à toutes les COP depuis celle de 2001, donc avec la délégation française, sauf il y a 2 ans, sauf une, disons. Voilà, donc j'ai dû faire 23 COP et j'ai vécu ça de l'intérieur. Donc ces COP, oui, la conférence de Copenhague, d'abord il faisait très froid, il y avait de la neige, on parlait de réchauffement climatique. Non, ça c'est anecdotique. Des petites dissonances, mais bon, on avait froid, on était. Donc, il y a eu des manifestations, la société civile qui est effectivement très présente, mais c'est l'échec. Alors, c'est un échec, je l'ai dit. On commence aussi à comprendre, c'est quand même intéressant de voir qu'on commence à parler d'objectifs chiffrés. Ils sont cités, limités à 2 degrés, si possible 1,5 degré, mais c'est vraiment l'accord de Paris qui mettra ça en musique, ou qui essaiera de le mettre en musique. Donc le troisième accord important, c'est celui de Paris. On est en 2015, avec 2 changements très important par rapport aux accords précédents. Dans les accords précédents, il n'y avait pas d'objectif chiffré. Ça, c'est un premier point. Donc, c'est pas du tout pareil de dire on va stabiliser l'effet de serre, on verra un jour, qu'il faut limiter le réchauffement. Enfin, voilà. On fixe un cadre, quoi. On fixe un cadre et on comprend bien, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de travaux faits sur ce que seraient les conséquences du réchauffement climatique qu'on ne connaissait pas suffisamment dans les années 90, au moment de Kyoto, au moment de Kyoto et même de Rio, de Kyoto. Et donc, alors, s'appuyant sur ces travaux, mais alors c'est une décision de la communauté, des politiques, c'est bien une décision de la Convention climat, c'est pas une décision du GIEC. La Convention climat, les conventions climat, à juste titre, et de façon, je dirais, très, très raisonnable, nos décideurs politiques
nous disent qu'il faudrait prendre des mesures pour limiter le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés. C'est-à-dire, on constate que si on va au-delà d'un réchauffement de 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle, à notre référence, c'est la période de la deuxième partie du 19e siècle, eh bien, ça commençait à mal aller. Alors, ça dépend des conséquences, hein. C'est un chiffre assez global, mais on voit bien que, disons, après, chaque dixième de degré compte, on y reviendra. Donc, c'est mis en avant, c'est un premier point, et ça avait été mentionné à Copenhague, mais ça rentre dans le dur. C'est vraiment finalisé à Paris, et même c'est un peu plus aussi. Donc les pays vulnérables, les plus vulnérables, qui eux nous disent, eh bien, oui, à 2 degrés, d'accord, mais bon, nous on pense qu'à 1,5 degré, ce serait plus facile pour nous de nous adapter. C'est bien ça l'idée de l'accord de Paris. Comment fait-on pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter au réchauffement climatique dans la deuxième partie de ce siècle et au-delà? Et les pays les plus vulnérables, ils ont d'une certaine façon gain de cause, puisque la Convention climat invite le GIEC à faire un rapport sur ce que serait notre climat si nous réussissions, alors je ne dis pas limiter à 1,5 degré, à revenir un jour vers un réchauffement de l'ordre de 1,5 degré. Il a disons, ma collègue Valérie Masson-Delmotte a joué un rôle très important dans ce rapport 1,5 et le diagnostic est clair. À 10e de degré, ça compte. Effectivement, ce serait beaucoup plus facile de s'adapter à 1,5 degré et dès qu'on s'éloigne de 2 degrés, certainement, eh bien, vraiment, ça commence à devenir très difficile. Donc ça, c'est le rapport 1,5 degré. Alors, on comprend bien que si on veut stabiliser le climat, il faut atteindre neutralité carbone, c'est-à-dire que l'effet de serre arrête d'augmenter. Donc après, les définitions sont un peu compliquées, je ne rentrerai pas dans les détails, mais grosso modo, c'est ça. Que l'effet de serre arrête d'augmenter. Et on comprend bien que plus on est ambitieux dans l'objectif, en termes de température, eh bien, plus il faut que cette neutralité carbone soit atteinte rapidement. Si vous regardez l'accord de Paris, dans sa forme originelle, en 2015, il met l'accent sur la limitation bien en deçà des 2 degrés, et en fait, il mentionne l'objectif de neutralité carbone dans la deuxième partie de ce siècle. Ouais. Mais ça tourne en 2015, suite au rapport 1,5 degré qui paraît lui en 2018, eh bien ce rapport est pris au sérieux par la Convention climat, par les décideurs politiques, et à Glasgow, eh bien à partir de Glasgow, l'accord, disons la Convention climat met l'accent sur la limitation, sur un objectif de limitation à 1,5 degré ou de retour à 1,5 degré, ce qui est probablement inaccessible, mais qui, disons, c'est intéressant. Et donc, pour avoir des chances de revenir un jour autour d'1,5 degré, il faudrait atteindre neutralité carbone à horizon 2050. Alors, il y a le côté négatif. Alors, ça, c'est le premier changement fondamental pour l'accord de Paris. Alors, l'accord de Paris, alors peut-être... Puis c'est la notion de justice climatique qui est arrivée, du coup. Voilà. Oui, alors... Quand on regarde les conséquences du réchauffement climatique, une par une, voilà, on sait parler des événements extrêmes, on sait parler des élévations du niveau de la mer, on sait parler des migrations, mais quand on les prend dans leur ensemble, je crois effectivement, et je le dis souvent, ça m'a beaucoup intéressé ces aspects justice climatique lorsque j'étais au Conseil économique, social et environnemental. Il est clair que les populations les plus vulnérables, disons, les populations les plus modestes sont beaucoup plus vulnérables par rapport au réchauffement climatique et leur capacité d'adaptation, c'est évident. C'est évident nord-sud, ouais. Mais ce qui l'est moins, mais ce qui est aussi une réalité, et donc nous allons faire un rapport sur la justice climatique en France au XXe siècle, au XXIe siècle avec ma collègue Agnès Michelot, une juriste de l'environnement. Ce qui est clair, c'est que c'est vrai aussi pour notre pays. Les populations les plus modestes sont moins à même de faire face au réchauffement climatique. Voilà, donc et Paris, c'est difficile à vivre l'été. Ouais. Je le dis, moi je suis parisien, on vit sous les toits, mais on a la chance de pouvoir partir en Bretagne. Je retourne dans ma Bretagne natale, à Jonzé, là où je suis né, je peux vous dire. Voilà, donc, mais il y a ceux qui
peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Il y a ceux qui sont condamnés à rester à Paris l'été. Il y a les passoires thermiques. Voilà, les passoires thermiques. Donc il y a cette injustice, effectivement, cette justice climatique. Je veux dire, elle est importante. Alors on a toujours cette notion qu'entre pays pauvres et pays riches, elle existe, mais elle existe vraiment au sein de nos sociétés. C'est ça, je crois que c'est très important. Et c'est d'ailleurs assez... j'ai l'impression que c'est un sujet de plus en plus prégnant en ce moment, le sujet de la santé, par exemple. Oui, alors elle se manifeste par rapport à la santé, par rapport... Quand on regarde... 2003 reste tristement, pas célèbre, mais non, c'est toujours les canicules, ce dont on parle. Alors peut-être que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont moins sensibles, mais on a vécu, c'est une canicule. Alors les dernières canicules ont été du même ordre de grandeur, mais on était beaucoup mieux préparés. Ouais. En 2003, on n'est absolument pas préparé. Il y a disons... 15 000 morts, enfin peut-être plus de 15 000 morts en France supplémentaires. Et effectivement, les populations les plus modestes ont été touchées. Alors, il y a aussi des personnes, disons, aisées qui ont souffert, il y a aussi des décès. C'est pas si simple que ça, mais effectivement, il y avait, disons, on n'était pas bien préparés, et les populations les plus modestes l'étaient encore moins en termes pour faire face à disons, la notion de confort d'été n'existait absolument pas à l'époque. Mais je voudrais qu'on revienne juste parce que sur la science, sur le rôle de la science, là on l'a bien vu. La science, c'est l'art de la complexité. On parle de chiffres, le moindre chiffre, il faut l'expliciter, il faut passer du temps, il faut prendre le temps de la compréhension. Parfois, il faut accepter de ne pas tout comprendre et du coup de faire confiance aussi aux scientifiques. Et là, si je remonte un tout petit peu dans le temps, je remonte donc un petit peu après Kyoto, au début des années 2000, j'ai l'impression qu'il y a eu l'émergence de ce qu'on appelle maintenant communément les climato-sceptiques. Il y a des scientifiques qui se disaient scientifiques, qui ont commencé un peu à parler de l'incertitude de la science, le doute scientifique. Mais le doute fait partie de votre travail. Et, oui. tout s'est un peu mélangé, et j'ai l'impression qu'on en est encore un peu dans cette incertitude. On peut évoquer cette notion de semeur de doute, voilà, donc bien mise en avant, donc chez nous également par Stéphane Foucard, je pense, aussi Sylvestre Huette à l'époque. Donc on est dans les années 2000. Il faut reconnaître que, parce qu'on est peut-être dans la même situation, c'est pour ça que je la mentionne. En 98, il y a un phénomène El Niño extrêmement marqué. Donc il y a une augmentation de température importante par rapport à la décennie 90. Et tout simplement parce que quand il y a phénomène El Niño, eh bien, une partie importante de l'océan Pacifique est de façon naturelle plus chaude que sa valeur moyenne, et ça a une influence sur la température moyenne de la planète. Les années El Niño sont des années, disons, par rapport à la trajectoire, des années plus chaudes que la trajectoire. Et en fait, il faut pratiquement atteindre 2010 pour que le record de 98 soit battu. Et là, on parle d'un plateau. En fait, le réchauffement climatique, quand on le regarde, a été 3 fois moins important dans les années 2000 qu'il n'est actuellement. Donc pratiquement. Et ce ralentissement du réchauffement climatique dans l'atmosphère, disons, le réchauffement se poursuivait autrement, l'élévation du niveau de la mer s'est poursuivie, qui en est un témoignage très clair, donc a donné effectivement du grain à moudre au climato-scepticisme. Et c'est vrai que chez nous, on peut citer des Claude Allègre, Vincent Courtillot, voilà, on a eu donc avec un climato-scepticisme. Alors il y a eu donc ce climato-scepticisme a été alimenté par le Climate Gate, ça c'est juste avant Copenhague, c'est-à-dire que il y a eu des messages, ils sont subtilisés, on ne sait toujours pas vraiment par qui, mis à connaissance du public. C'était dans notre groupe, dans le chapitre dans lequel moi je travaillais, et en particulier avec, disons, quelqu'un qui a mis en avant, on parle de la crosse de hockey, le réchauffement des 50 dernières années, Mike Mann, que je vais d'ailleurs voir aujourd'hui à Saclay, c'est assez anecdotique, mais Mike est ici en France aujourd'hui, eh bien, ces mails mettaient l'accent, parlaient de la reconstruction du climat sur des millénaires, et on parlait d'un trick, c'est-à-dire d'une astuce à partir de cela, ça a été monté en épingle. C'était en particulier Phil Jones,
en Angleterre, eh bien, c'est monté en épingle et la conférence de Copenhague commence par l'Arabie Saoudite, je crois, qui dit on n'a plus confiance dans les scientifiques du GIEC qui sont en train de manipuler le résultat. En fait, ce n'était pas du tout le cas, ça a bien été démontré par la suite, mais ça a jeté, tout cela a donné du grain à moudre aux climato-sceptiques, le fait aussi qu'il y ait ce ralentissement, ce plateau, et quand on regarde les années 2008-2009, ce sont les publications des livres d'Allègre et de Vincent Courtillot, et ensuite, là aussi à l'initiative de Valérie Masson-Delmotte, cette réunion que nous avons à l'Académie des sciences, je crois en 2010, et l'Académie des sciences qui dit clairement que, il y a un lien entre réchauffement climatique et activité humaine. Voilà. Donc, mais il y a eu vraiment, et ça existe toujours, ce climato-scepticisme est loin d'avoir disparu. Moi, j'avais l'espoir qu'à partir du moment où le réchauffement climatique deviendrait une évidence, et c'est le cas. Et ces impacts seraient là, et c'est le cas en particulier à partir des événements extrêmes. Eh bien, cette évidence encouragerait à l'action, c'est le contraire. Il y a un évitement, c'est vraiment une technique d'évitement. Voilà, les gens ne veulent pas voir la réalité. Je ne pense pas que les climato-sceptiques regardent vraiment de façon très... si on peut parler de Donald Trump, regardent les arguments des scientifiques. Ils ne les regardent même pas. Ils évitent de les regarder. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'accepter. C'est ne pas vouloir voir et entendre. C'est ne pas vouloir voir. Et ce sont les mêmes. D'ailleurs, c'est le créationnisme. Voilà. Donc, il y a tout un lien avec ça devient très politique également, ce qui est tout à fait regrettable. Et c'est vraiment quelque chose... et alors, ça va bien au-delà actuellement de la négation de la réalité de la science dans nos domaines de recherche. Le climat, ça va aussi aux États-Unis sur les problèmes de santé et tout. Et voilà, toutes ces fake news qui circulent. Et mon regret actuellement, c'est que les réseaux sociaux facilitent effectivement le climato-scepticisme, et on comprend à travers les enquêtes que nos jeunes sont plus sensibles à ce climato-scepticisme d'arguments qu'ils ne l'étaient il y a quelques années, et c'est regrettable parce que c'est pas facile. Il y a une dissymétrie, c'est très facile de semer le doute, c'est difficile de rétablir la vérité. Et c'est l'escalier et l'ascenseur. On peut nous reprocher de ne pas réagir, on essaye, voilà, je suis ici pour... ça nous permet d'échanger autour de la réalité du réchauffement climatique, on peut développer les arguments. La réalité, c'est que ça prend du temps. Or, pour semer le doute, effectivement, il y a des incertitudes, et c'est exact, et on ne les cache pas, elles sont bien mises en évidence. Par exemple, on ne sait pas si le niveau de la mer à la fin du siècle, ça sera 1,50 m ou plus 50 cm. C'est pas pareil. Mais bon, voilà, on travaille. C'est justement la justification de nos travaux de recherche. Il faut continuer à faire de la recherche. Est-ce que là, il n'y a pas justement un manque ou un déclin de la culture scientifique? Parce que l'incertitude fait partie du travail du scientifique. C'est normal. Alors, bien sûr qu'il y a une absence de la culture scientifique, et chez nos décideurs notamment. Je ne suis pas le seul, et moi je me suis beaucoup investi sur les dernières années dans la coordination d'un rapport avec Luc Abadi, qui était rapporteur sur la formation et la sensibilisation à la transition écologique dans l'enseignement supérieur. Parce que le constat est clair, nos élites, sont loin du compte en termes de connaissance de ces problèmes climatiques, environnementaux au sens le plus large. Et cela, effectivement, il faut le faire à l'école, il faut le faire dès la maternelle, au primaire, au collège, au lycée, mais l'enseignement supérieur également. Et d'ailleurs, il faut continuer à former au sein des entreprises à cette transition. Et ça, oui, il y a une insuffisance très claire la formation scientifique n'est pas au rendez-vous actuellement en France. C'est vrai sur le climat, peut-être dans d'autres domaines aussi, et c'est important. Est-ce que la prise de conscience ne vient pas plus facilement quand on vit le choc dans sa chair, à côté de soi, quand on commence à vivre des événements de plus en plus extrêmes? Je crois qu'elle vient pour une partie de la population, y compris des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent énormément, je les côtoie. C'est plutôt ceux-là que je côtoie d'ailleurs dans différentes organisations, dans différentes interventions. C'est peut-être aussi plutôt ceux qui nous écouteront que les climato-sceptiques, dont je sais l'existence, alors qu'ils viennent de moins en moins à nos conférences. Parce que, effectivement, mes conférences des années 2000, des années 2010, à chaque conférence, j'avais des questions sur mais Claude Allègre dit que c'est du pipeau, tout ce que vous racontez, et tout ça. Maintenant, c'est moins vrai, parce que, effectivement,
disons, la réalité du réchauffement climatique qu'on ne peut pas lier. Alors, je crois que personne ne peut sérieusement dire que le climat ne change pas. Alors après, nous l'attribuons aux activités humaines avec beaucoup d'arguments. Certains disent que ce n'est pas le cas. Bon, prenons. Mais disons, une fois qu'on a cette réalité, effectivement, ça a scindé plutôt les populations, y compris du point de vue politique, en deux camps. Ceux qui, effectivement, ont compris que c'est une réalité et qu'il faut agir, et ceux qui, au contraire, font tout pour l'éviter en disant voilà, ça, ne regarde pas le problème, mais disons, cette technique d'évitement, on va passer à autre chose, on continue à consommer, parce qu'il y a un lien très fort avec la consommation, on ne prend pas de mesures, et malheureusement, bien... Et puis 1,5, qu'est-ce que ça évoque? C'est que la météo, sauf qu'il évidemment, il se... Voilà, on y est, les 1,5, mais vous voyez que même en France, il y a des conséquences. Alors, bon, l'attribution, on est dans une période là où il y a des pluies hivernales très importantes, c'est ce qu'on envisage en cas de réchauffement climatique sur, disons, l'ouest, en tout cas la partie nord de la France, ma Bretagne natale. Et donc l'attribution n'est pas faite formellement, mais c'est clair que ce qui se passe aujourd'hui, dans cet hiver 2026, eh bien, c'est ce qu'on envisage dans un contexte de réchauffement climatique. Et donc ces catastrophes, alors... Voilà, les vagues de chaleur à répétition, elles sont là aussi, les sécheresses à répétition, des cyclones plus intenses, une élévation du niveau de la mer qui s'accélère, alors je sais, cette année on a beaucoup de neige, hein, c'est l'année des Jeux Olympiques, mais ce qui est bien, mais la saison d'enneigement diminue quand même année après année. Bon, peut-être pas année après année, mais décennie après décennie, de façon très claire, dans les Alpes et dans tous les massifs montagneux de la planète. Donc tout cela est une réalité et bien, il y a très peu de gens qui ne la vivent pas dans leur vie de tous les jours. Alors, ils peuvent la vivre par écran interposé, à la télé ou par journaliste interposé, mais on peut le vivre aussi. Il y a quand même pas mal de personnes qui sont, disons, affectées par les inondations, où le monde agricole est très affecté par les sécheresses à répétition. Il n'y a pas de secteur d'activité qui puisse se dire le réchauffement climatique, ce n'est pas mon affaire. Et alors, du coup, on est confronté à quoi? Une vague de cynisme généralisé? Parce que oui, on le voit, il n'y a pas de secteur épargné. A priori, les décideurs politiques, en tout cas, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant. Personne ne peut dire qui aurait pu prédire. Ça, c'est pas possible. Même si quelqu'un l'a dit. Même si quelqu'un l'a dit. Ah oui, j'avais oublié, évidemment. Et ce quelqu'un, il me cite dans son livre Révolution, Emmanuel Macron me cite dans son livre Révolution en disant Jean Jouzel ne peut pas se tromper, ou des scientifiques comme Jean Jouzel ne peuvent pas se tromper. Alors voilà, et c'est ce qu'on avait pris, donc justement ça. Et quand vous l'avez entendu devant votre télé dire qui aurait pu prédire, j'ai tout de suite pensé à cela, disons à ce qu'il avait écrit dans son livre Révolution par rapport à notre communauté scientifique qui lui accordait du crédit. Or notre communauté scientifique a vraiment prévu des extrêmes climatiques de plus en plus intenses, et c'est ce qui s'était passé cette année-là. Oui, donc tout le monde est informé, les dirigeants des grandes entreprises sont informés, les réglementations sont déjà, il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton, mais on préfère alléger. On saurait, Donc c'est quoi? C'est une grande vague de on verra bien? Oui, c'est ce qui se passe. Oui. Alors, il y a ceux qui disent on verra bien, c'est-à-dire que nos jeunes sont intelligents et trouvons les solutions. Bien sûr. Ça peut être du technosolutionnisme. Bon, je suis pour l'innovation, ne croyez pas cela, donc je pense qu'il faut innover, mais dans un contexte, dans un objectif de neutralité carbone, en gardant cet objectif. Donc je suis tout à fait pour l'innovation, mais le technosolutionnisme à tout craint n'est pas probablement la solution à mettre en œuvre. Et puis on parle maintenant de géo-ingénierie, c'est-à-dire de manipuler le climat dans l'autre sens. Alors la géo-ingénierie, ça recouvre toute une série d'approches, donc le piégeage et stockage du gaz carbonique, qu'il faudra faire, mais qu'il faudrait limiter au maximum, parce qu'en gros, disons, il y a un problème d'éthique, c'est-à-dire on émet du gaz carbonique dans l'atmosphère, sans compter pour le moment, ou sans trop compter, et on demande à nos enfants, nos petits-enfants, de l'enlever de l'atmosphère, de l'extraire, de le pomper de l'atmosphère. C'est quand même un peu rude par rapport à eux. Et il y a une seconde approche qui est encore plus... je dirais problématique par rapport aux jeunes d'aujourd'hui, c'est l'ensemencement donc cette idée, voilà, à chaque disons, éruption volcanique, événement volcanique, il y a un refroidissement de quelques dixièmes de degrés pendant quelques décennies, pendant quelques années en fait, et parce qu'il y a des aérosols qui vont à une dizaine de kilomètres, et donc jouer les apprentis sorciers, envoyer ces aérosols dans l'atmosphère pour... disons, mimer un événement volcanique, c'est quelque chose qui est proposé.
ensemencement, disons envoyer des aérosols dans l'atmosphère, donc modifier le rayonnement solaire. Et ça, c'est dangereux parce que donc il y a des effets secondaires, mais même s'ils sont maîtrisés ou maîtrisables, eh bien, à mesure que les émissions de gaz, l'effet de serre augmentera, il faut augmenter la dose chaque année. Et si dans 20 ans, eh bien, tout marche bien, on aura peut-être stabilisé le climat. Mais si pour une raison quelconque, on doit arrêter, eh bien, le réchauffement climatique qu'on aura évité, je dirais 1,5 degré d'ici 2050, quelque chose comme cela, ou peut-être un peu plus, eh bien, ce demi-degré, si on parle de choc terminal, eh bien, les jeunes d'aujourd'hui devront y faire face en 2 ou 3 ans. Oui. Donc c'est assez terrible. Donc, ne serait-ce du point de vue éthique, commencer à penser à ce type de méthode, c'est jouer les apprentis sorciers de façon très claire, mettre une épée de Damoclès sur les têtes des jeunes d'aujourd'hui. Et tous ces gens qui pensent qu'on verra bien plus tard, finalement, alors c'est peut-être aussi ça, le manque de culture scientifique, c'est qu'ils ne voient pas la chaîne, alors c'est la chaîne de quoi? De rétroaction, c'est ça? Le climato-scepticisme. Ça s'emballe. Le climato-scepticisme se déplace, voilà, y compris chez nos décideurs politiques, en tout cas chez une partie des décideurs politiques, pas tous, mais disons le libéralisme, l'ultralibéralisme n'est pas tellement compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique. Et je dirais globalement, on peut parler des républicains, du mouvement MAGA, voilà, aux États-Unis et de Donald Trump, mais y compris disons, plus on va à droite chez nous, plus cette idée que le réchauffement climatique n'est pas un problème, que l'environnement n'est pas un problème, et devient réalité dans les discours de nos décideurs politiques, plus on va à droite. Plus on va à droite, en commençant un peu au centre, quand même. Oui. Et oui, la droite commence de plus en plus tôt. Bien sûr. Et en fait, cette idée, on l'entend, eh bien, oui, ok, il y a... Alors, ça va les jeunes sauront faire, on en a parlé, certains pensent déjà à la générer aussi, malheureusement, ça va bon, il y a d'autres problèmes. Alors maintenant, la grosse, et ça, voilà, on peut revenir à l'écologiste sceptique Björn Nordborg des années 2000, le grand argument, et c'était utilisé par les climato-sceptiques à l'époque, c'est oui, il y a un problème, mais il y en a tellement d'autres. D'abord, essayons on peut les prendre dans l'ordre, on va s'occuper de la pauvreté d'abord, mais c'est faux, si on y revient. On ne peut pas, et c'est ça tout le problème des objectifs de développement durable, on ne peut pas prendre la mesure de la pauvreté planétaire si on ne limite pas le réchauffement climatique et si d'ailleurs on n'a pas un regard sur la nature qui nous entoure, sur la biodiversité, les écosystèmes. C'est à l'heure de dire on va prendre les problèmes dans l'ordre, d'abord la pauvreté, ensuite on va s'occuper de l'eau. Silo par silo. Voilà, non, et ça c'est faux. Et donc non, il faut absolument s'occuper du réchauffement climatique et le problème, et je reviendrai au deuxième aspect de l'accord de Paris très simplement, le deuxième point de l'accord de Paris, c'est qu'il y a des engagements, mais que les engagements ne sont pas à la hauteur voilà, des objectifs de degrés. On part plutôt vers 3 degrés dans la deuxième partie de ce siècle. On revient ici au rapport Charnay, en fait, qui était vraiment prémonitoire. Et c'est ce vers quoi on risque d'aller, plus 4 degrés en France. Et c'est quelque chose qu'il faudrait tout faire pour éviter, c'est très clair. Jean Jouzel, comment vous faites pour ne pas, pour calmer, parce que vous ne pouvez pas l'éteindre, cette colère qui doit vous habiter en permanence? Parce que oui, vous cherchez toujours la bienveillance, le positivisme, machin, mais en fait... Rétrospectivement, alors parce que j'ai regardé mes premières interventions dans les années 80, j'ai toujours été sur cette ligne. En gros, dès au départ, disons, comme interviewant, je disais, disons... Il y a vraiment un risque avec disons, la conséquence de nos activités sur le réchauffement climatique est bien là. Donc le réchauffement climatique va devenir réalité. J'en étais convaincu. Mais je disais aussi, il y a des solutions. Et en fait, je dis toujours la même chose, les conséquences seront importantes, on les précise de mieux en mieux, on commence à les vivre, mais malheureusement les solutions s'éloignent. Alors, et force est de le constater. Donc, je rappelle que les 1,5 degré, ça tient du rêve actuellement, puisqu'on n'a plus que 3 années d'émissions au rythme actuel pour dépasser pour ne jamais pouvoir revenir au 1,5 degré. On n'a qu'une vingtaine d'émissions au rythme actuel pour les 2 degrés. Donc, on est loin du compte. Donc, j'ai toujours dit cela, mais alors, pourquoi je continue? Alors, je ne dis pas à garder d'optimisme. J'ai aussi, par exemple... disons, lors de l'intervention avec le PDG de Total, dit les choses. Je pense être capable de dire les choses, mais
je souhaite toujours faire adhérer voilà, la population. J'ai vécu la Convention citoyenne pour le climat, c'était assez intéressant dans ce sens. On peut faire adhérer les gens à des solutions. Et surtout, bon, voilà, le fait qu'un dixième de degré ça compte, eh bien, je sais, je rêve pas. On aura peut-être du mal à éviter les 3 degrés pour les jeunes d'aujourd'hui, mais vraiment un dixième de degré ça compte. Et si on réussissait à venir autour de 2 degrés ou bien en deçà de 2 degrés, ce serait quand même quelque chose. Alors, la raison pour laquelle je continue à témoigner, à dire qu'il y a des solutions, et voilà, elles sont là. Hein. J'étais hier en train de discuter une intervention organisée par Agir pour le climat sur le renouvelable, sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Oui, il y a des solutions, elles sont là, à portée de main. Et donc c'est cela que j'essaye de dire et de redire. Des solutions au niveau de nos sociétés, au niveau politique. Voilà, je me suis impliqué politiquement avec la ville de Paris. Au niveau aussi de chacun d'entre nous, ça a été remarquablement mis en avant par les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Il y a des objectifs bien affichés au niveau de nos instances gouvernementales, disons la planification écologique est quelque chose qui était extrêmement porteur. Malheureusement, on en a oublié les objectifs puisque la France a, disons, notre pays est quand même ambitieux aussi. Donc, disons, je crois quand même, alors je dirais que j'ai une certaine fierté. Alors, je vais dire pourquoi, c'est peut-être mal placé, mais bon, voilà, notre diagnostic, c'est que ce serait plus facile de vivre à 1,5 degré qu'à 2 degrés en échelle planétaire, que pour cela, il faudrait atteindre neutralité carbone en 2050. Et on peut quand même avoir une certaine fierté que cet objectif neutralité carbone en 2050 est inscrit dans notre loi. Voilà, donc c'est quand même, on peut pas dire qu'on n'a rien fait. Pour moi, c'est quelque chose de très tangible. Le problème, c'est que c'est dans les textes, pas dans la réalité. Parce que quand on regarde la transition écologique, alors on affiche aussi des objectifs ambitieux pour 2030, divisé par 2 nos émissions, alors hors puits de carbone par rapport à 90. Et en fait, il faudrait diminuer nos émissions de 5% chaque année. On a réussi à le faire entre 2023 et 2022, mais 2024-2023 et 2025-2024, moins de 2%. Et donc, on n'est pas du tout, et ça, c'était la planification écologique qui est très ambitieuse, et je suis très en phase. Donc, les outils existent. Et bon, c'est vrai, j'espère continuer à dire, je témoigne devant des jeunes. Voilà, on discute ici, je suis très heureux de le faire. Je témoigne à travers notre association Météo et Climat que je préside. Voilà, je me suis intéressé à l'enseignement. Voilà, je suis allé, la semaine dernière, inaugurer des panneaux solaires. Voilà, parce que je pense que il faut faire le maximum. C'est ça, je ne suis pas naïf. Malheureusement, c'est pas gagné, les 2 degrés, c'est pas sûr qu'on pourra éviter les 3 degrés imaginez que si Donald Trump réussit dans son ambition de remettre les combustibles fossiles sur une trajectoire très émettrice, les émissions continueront à augmenter d'ici 2040 et c'est probablement un peu plus que 3 degrés à l'échelle planétaire vers quoi nous irions. Donc ce n'est pas gagné, mais il faut toujours témoigner parce qu'un dixième de degré ça compte et les solutions sont là. Et elles sont là du côté des renouvelables, elles sont là du côté de l'organisation de la société, pas simplement technologique. Donc elles sont vraiment là et elles sont plutôt attractives pour les jeunes d'aujourd'hui parce que je le redis, c'est de l'innovation quand même, c'est aussi des créations d'emplois et du dynamisme économique que nous pouvons collectivement construire autour de la transition. Alors mon regret, c'est que le leadership dont j'aurais rêvé qu'il soit pris par l'Europe, je suis profondément européen, est en train d'être pris par la Chine. C'est ça mon regret surtout. Donc voilà, il faut toujours redire les choses, avoir l'espoir que l'Europe s'engage dans cette transition de façon, disons, volontariste, ce qui est moins le cas. C'était le cas au début du pacte vert, c'est moins le cas maintenant. Ça peut reprendre de la vigueur, c'est voilà, toujours... c'est mon souhait, toujours. Donc, c'est peut-être le seul projet qui peut fédérer les humains. Oui, je le crois. Ouais. Il faut un grand projet de société à l'échelle planétaire et en fait, ce qu'il faut, les 3 mots qui sont vraiment très importants par rapport à sa lutte contre le réchauffement climatique, c'est la solidarité. Donc, il faut vraiment que tout le monde regarde dans la même direction et cette solidarité,
absente au niveau international, elle l'est quelquefois aussi au niveau national. Il faut de la solidarité à tous les niveaux, entre les couches de génération, enfin entre les couches de population, les générations, pays pauvres, pays riches. Cette solidarité, ce n'est pas au rendez-vous et ce serait un grand projet, un vrai plan Marshall pour la planète que de réussir à revenir bien en deçà de 2 degrés. Je ne rêve pas autrement. Voilà, le deuxième mot, c'est évidemment la sobriété. On ne pourra pas réussir si on continue à consommer de façon débridée, sans avoir un regard, la sobriété. Les Anglais parlent de sufficiency, voilà ce qui est suffisant pour assurer la qualité de vie de chacun. S'il n'y a pas ce regard vers vraiment cette consommation débridée, le regard sur l'intérêt quelquefois de certaines de nos engagements, de nos actions, de nos activités, eh bien on n'y arrivera pas. C'est en premier lieu ça, la sobriété. Et puis le troisième point qu'on a évoqué, c'est cette transition juste. Il faut absolument, on va parler d'équité, d'inégalité, de justice climatique, tout cela, c'est cette idée qu'il faut aussi, on est dans un monde où les inégalités sont déjà importantes, je pense qu'elles sont trop importantes, et elles s'accroissent, et le premier risque du réchauffement climatique, c'est de les accroître encore plus. Donc il faut bien prendre, donc ces termes équité, solidarité, sobriété sont au cœur de la lutte contre le réchauffement climatique, mais malheureusement ils ne sont pas en rendez-vous, et je continue à les redire, à les asséner, parce que c'est toujours possible, en tout cas, de gagner quelques dixièmes de degrés, et il faut le faire. Les 30 dernières secondes, si vous aviez donc quelques mots pour parler à un gamin de 15-16 ans, au gamin que vous étiez peut-être, sauf que maintenant il est face à son choix de Parcoursup, ouais. Il doit remplir toutes ces cases, et il est face à sa vie, face à son éco-anxiété, face au monde. Donc oui, par rapport aux jeunes, alors, bon, j'invite, voilà. Premier point, la recherche, c'est quelque chose de passionnant. Et si vous êtes passionné dans la recherche, si vous êtes passionné, alors c'est difficile, il ne faut pas dire que c'est très facile, mais faites de la recherche, engagez-vous dans la recherche. Ensuite, bon, c'est vrai qu'il n'y a pour moi pas de secteur d'activité dans lequel, le réchauffement climatique ne peut pas ne pas être évoqué. Donc, il faut vous préparer dans votre vie professionnelle à devoir faire face à ces aspects liés à la modification à la transition écologique, à la modification de nos sociétés. Il faut vous préparer à cela. Donc, quoi que vous fassiez, même si vous êtes juriste, si vous êtes médecin, eh bien, il faut s'intéresser, c'est ça notre message dans ce rapport, il faut s'intéresser à la transition au sens large, réchauffement climatique, biodiversité, il faut que vous vous y intéressiez. Ensuite, donc ça, dans votre vie professionnelle, vous aurez des possibilités d'action, il faut vous y préparer. Dans votre vie de tous les jours, je rappelle que, se nourrir, se déplacer, se loger, c'est les 2 tiers de nos émissions, et chacun d'entre nous, on est aussi concerné. Donc c'est ça le message. Porter de l'attention à cette évolution de nos sociétés. Ça peut être en vous engageant, vous pouvez vous engager dans votre vie de tous les jours, dans des associations, vous pouvez vous engager, les jeunes, je les encourage y compris à se proposer, disons, dans des mairies, engagez-vous aussi de ce côté-là, engagez-vous dans votre vie professionnelle, et c'est cela le message. Vous aurez des occasions de faire le bien, je dirais, sans vouloir être trop, sans vouloir mettre en face le bien et le mal, de faire quelque chose dans votre vie qui nous aidera à limiter le réchauffement climatique et qui vous aidera à avoir une société agréable dans cette deuxième partie du XXIe siècle et au-delà, c'est ça qui est très important. Tout en continuons à jouer au foot si on... Exactement. Je crois à une transition qui permet effectivement, au contraire, elle est très riche en termes de rapport entre les gens, parce que c'est cela qui est c'est plutôt une richesse dans les échanges, il faut être dynamique, il faut être solidaire des autres, et c'est plutôt une société si j'étais jeune, qui pour moi serait attractive, c'est très clair. J'ai 7 petits-enfants et je vois comment ils évoluent, et donc donc je connais la génération des 20-25 ans et des un peu plus jeunes aussi, donc il y a beaucoup à faire, mais engagez-vous, et c'est vraiment mon invitation. Et vous avez beaucoup de façons différentes de vous engager. Merci beaucoup, Georges Jouzel. Merci, Éloi. Merci pour la clarté, pour la nuance, pour le temps long, pour la précision aussi, c'était important. Merci à vous qui nous avez écoutés, qui nous avez suivis, et puis à très bientôt pour une nouvelle conversation dans Avenir en approche.